Donc je voulais remercier Philippe et l'équipe de la Coréa de me permettre d'évoquer un sujet un peu délicat, la réduction des risques. Alors en addictologie, nous on a l'habitude, merci Philippe, on a l'habitude de ces concepts, hein, mais je pense que vous n'êtes pas familier de ces concepts, j'imagine qu'il y aura des questions. N'hésitez pas, parce que ce n'est pas forcément évident comme approche, mais vous allez voir comme quoi c'est important, qu'en fait vous faites souvent de la réduction des risques sans le savoir. Quand on fait du RPIB, des fois, des interventions brèves, c'est déjà un début de réduction des risques. Enfin, je vais vous expliquer le concept. Merci pour votre accueil, merci à Martine. La réduction des risques, c'est une stratégie de santé publique à part entière. Hein. On est déjà dans la promotion de la santé. Elle consiste à interagir avec les usagers, en l'occurrence les usagères aujourd'hui pour nous, mais quel que soit le type de produit, quel que soit le type d'usage, c'est-à-dire qu'on va intervenir pour les gens qui font une expérimentation, c'est la première fois qu'ils consomment, aussi pour ceux qui ont un usage récréatif occasionnel, et puis auprès de tous les patientes qui ont une addiction, dans l'objectif de réduire les dommages sanitaires, psychologiques et sociaux. C'est pour ça que tout le monde est concerné, pas uniquement les médecins, mais comme on vient de le dire aussi, les psychologues, les travailleurs sociaux, à tous les niveaux. Et donc l'idée, c'est un soutien à la personne. Vous avez bien compris qu'elle n'est pas forcément prête à arrêter sa consommation. On va juste faire éveiller un petit peu son niveau de conscience et sa compréhension des risques et des dommages pour susciter de sa part un comportement de protection et de modification de comportement pour diminuer les risques. Donc c'est une approche qui est assez globale et qui prend en compte l'individu dans son milieu, dans son environnement et son état d'esprit. Hein. Donc c'est pas si évident que ça, parce qu'effectivement il faut être au plus proche de la consommation, du mode de consommation, de l'environnement de la personne quand elle consomme. Donc c'est assez chronophage, ça prend du temps et c'est un peu particulier. Alors c'est une stratégie pragmatique. Effectivement, donc on sort là de l'abstinence. Hein. Alors c'est très compliqué pendant la grossesse parce qu'effectivement on sait bien que ce qu'on voudrait c'est l'abstinence. Alors, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas des concepts faciles pour vous, mais on voit bien que quand on aborde ces femmes qui ne sont pas prêtes à changer de comportement, si on l'aborde par le biais de la réduction des risques, on a plus de chances de créer une alliance, on a plus de chances de se rapprocher d'elles, et ça permet aussi d'être moins dans les stratégies binaires du tout ou rien, de la bonne patiente, de la mauvaise patiente, ou de la bonne mère ou la mauvaise mère. Donc on va voir qu'il faut développer quand même un certain nombre de connaissances sur les risques des substances et que parce qu'on va donner une information objective, on n'est pas dans la banalisation de l'usage. Les soignants, dans les années 80, étaient souvent, même en addicto, dans un tiraillement interne de est-ce que quand on distribue des seringues, est-ce qu'on ne fait pas la promotion de l'usage. On s'est longtemps posé la question. Bon, on est maintenant apaisé par rapport à ces questionnements-là. On sait que ce n'est pas du tout une incitation à consommer. Mais effectivement, ça dépend comment c'est fait. Donc, l'idée, la philosophie, c'est que effectivement, c'est préférable de ne pas consommer. Mais si vous consommez ou si tu consommes, il faut éviter d'injecter, injecter propre, faire en sorte de choisir les personnes avec qui on consomme pour anticiper sur les risques liés à ma consommation, etc., etc. Bon, c'est un exemple. On va les détailler un petit peu plus loin quand je vais reprendre produit par produit chez la femme enceinte. Donc c'est une politique un peu en dents de scie qui est née, le concept de réduction des risques est né dans les années 80, au moment de l'épidémie SIDA, qui faisait beaucoup de morts, c'était assez dramatique, notamment chez les usagers de drogue intraveineux d'héroïne. Surtout héroïne, cocaïne aussi, mais à l'époque c'était surtout l'héroïne. Et donc l'acte fondateur, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a des gens de ma génération dans la salle, c'est l'autorisation des ventes de seringues à usage unique en pharmacie par Michel Barzac. Clairement,
l'approche de réduction des risques associée au traitement de substitution opiacés qui ont vu le jour dans les années 90-95, hein, à la même période. C'est vraiment les infectiologues qui ont aidé les addictologues à ce qu'on ait une délivrance possible des traitements de substitution en France. On était très en retard par rapport aux autres pays européens. Et les infectiologues disaient, mais on ne peut pas retenir les gens à l'hôpital, on ne peut pas les soigner de leur VIH. Il faut vraiment leur donner un traitement pour qu'ils puissent rester dans le soin. Donc il y a un cadre juridique de la réduction des risques qui date de 2004. Il y a la mise en place des CARUD, c'est les fameux centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques. Donc c'est la structure de soins, les anciennes boutiques de réduction de risque, c'est vraiment les structures de soins les plus proches des patients usagers, les plus précaires, où les patients vont boire un café, prendre une douche, laver leurs vêtements et accéder aux premiers soins, voire rencontrer les premiers travailleurs sociaux. Hein, ça, c'est les CARUD, et après, vous connaissez dans le dispositif les XAPA ou les structures de soins hospitalières. Donc, on reconnaît en France un impact favorable de la réduction des risques. On a un modèle assez faible de réduction des risques. Si je vous renvoie aux publications de Marie-Geoffrey Roustide, qui est une chercheure de l'INSERM, qui a beaucoup publié là-dessus, on est fragilisé, on est mis en difficulté par la prohibition, par la difficulté de faire de la prévention sur les drogues illicites, de mettre des mots sur ces difficultés-là et sur la sécurisation des patients les plus précaires qui ont des consommations de drogues illicites. En tout cas, l'actualité du moment, c'est probablement les salles de consommation à moindre risque, vous avez entendu parler. On a un retard en France, hein, malgré l'expertise INSERM qui démontre que c'est efficace, malgré que dans d'autres pays, on a une centaine de salles de consommation, et en Europe, au Canada. On n'en a que 2 en France et on peine à pouvoir en ouvrir d'autres. Ce n'est pas l'evidence-based qui prévaut, c'est des politiques sécuritaires, des enjeux moraux ou politiques. Alors, la réduction des risques, ce n'est pas quelque chose qui est à part, c'est un continuum entre la prévention, la réduction des risques, ensuite la réduction des risques et des dommages, hein, c'est-à-dire qu'on est déjà un peu plus dans les soins avec des traitements addictolytiques. Et puis évidemment, on va essayer d'amener les gens vers une stabilisation de leur pathologie addictive, l'arrêt si c'est possible pendant la grossesse et le maintien de cette abstinence. Donc c'est un continuum de réponses qui va permettre de faire entrer plus de gens dans le soin, parce que si on n'est que avec le focus de l'abstinence, on voit bien qu'il y a un certain nombre de patients et de patientes qui vont éviter le soin trop contenant ou trop exigeant. Donc c'est dans les salles de consommation ou c'est dans les CARUD que les travailleurs sociaux vont repérer, ou les soignants, vont repérer les femmes les plus vulnérables et qu'ils vont ensuite les réorienter vers le dispositif de soins. Alors, est-ce que la réduction des risques a sa place durant la grossesse? Oui, bien sûr pour moi, mais pour quelle patiente? Vous avez bien compris, pour tous les types d'usages. Donc, vous pouvez aussi intervenir auprès de patientes qui banalisent un usage et qui n'ont pas conscience que même une fois, ça pourrait être délétère. Pour toutes celles qui ont un usage récréatif et petit à petit, vous allez repérer aussi celles qui ne changent pas de comportement et qui donc ont une addiction. Ça s'adresse surtout aux patients très éloignés du soin, les plus vulnérables, les plus précaires, celles qui sont ambivalentes et celles qui pensent aussi qu'elles ne sont pas compétentes pour arrêter et qui du coup demandent rien en fait et parlent même pas de leurs problématiques. Donc l'idée c'est un soutien sans stigmatisation, en respectant leur choix, on part de leur désir, on essaie petit à petit de les amener vers autre chose. L'objectif, c'est de réduire les risques pour la mère, les risques de la grossesse et les risques pour le fœtus, bien sûr. Alors, je vais rentrer un peu plus dans le concret. Je ne sais pas combien de temps j'ai. C'est bon, aux questions délai? On est pas mal? J'avais 40 minutes, mais je pense qu'on est bon. C'est bon. Alors, donc je vais passer un peu produit par produit. Donc, réduction des risques et tabac, ça va vous parler durant la grossesse. Hein. Donc, effectivement, on a une prévalence tabac assez importante en France. On n'est pas bon en termes de résultats, c'est évident. 30% de ces jeunes femmes, elles fument déjà depuis l'âge de 15 ans, puisque l'âge moyen de la grossesse, maintenant, c'est 31.
Donc elles sont déjà fumeuses depuis 15 ans, la plupart sont addictes, donc elles sont convaincues que dès elles sauront qu'elles seront enceintes, elles pourront arrêter de fumer. Et en fait, un grand nombre reste en difficulté, puisque l'addiction est là et c'est une addiction très sévère. Donc on va retrouver, même au dernier trimestre de la grossesse, entre 18 et 22% des femmes qui continuent à fumer, même si elles ont réduit, elles sont quand même en difficulté pour arrêter. Donc le principe de la RDR, c'est d'informer sur les risques pour la mère, pour l'enfant, à court terme et à long terme. On va voir que c'est supprimer et limiter la combustion, puisque ce qui est en cause dans la pathologie à court terme, la problématique pour la grossesse et pour l'enfant, c'est clairement lié à la combustion. Donc l'objectif de la réduction des risques, c'est de se concentrer sur la suppression de cette combustion et pour favoriser des usages de nicotine moins toxiques. Donc je pense que c'est clair pour tout le monde que le risque à court terme, le risque de retard de croissance intra-utérin, le risque de toxicité, de fausse couche prématurée, de prématurité et les problèmes les plus nombreux liés à la grossesse, c'est lié à la toxicité de la combustion du tabac, c'est la création du monoxyde de carbone qui crée de l'hypoxie, et puis de la fabrication de tout ce qui est goudron et substances cancérigènes. Alors les outils de la réduction des risques, donc ce sont les substituts nicotiniques oraux, il faut savoir les proposer aussi, parce qu'ils sont remboursés par la sécurité sociale en ce qui concerne les gommes et les comprimés. Le spray buccal n'est pas remboursé et l'inhaleur n'est pas remboursé, c'est dommage, mais ça fait partie des outils de réduction des risques. Donc, je vais revenir aux deux autres. Donc, le mécanisme d'action, c'est qu'on maintient un pic de nicotine, donc on ne sort pas du tout de l'addiction. Donc, c'est assez facile pour la maman, puisqu'on ne lui demande pas de faire un sevrage complet de nicotine. Le plus dur, c'est ça. Donc l'idée, c'est de garder le pic de nicotine, c'est-à-dire qu'on a toujours l'effet plaisir, ce que nous, on appelle les addictologues l'effet renforçant, et on va essayer d'être suffisamment bien dosé pour faire baisser le craving et que ce soit confortable pour le patient. Donc là, la réduction des risques, l'usage de cette substitution n'a rien à voir avec le mode d'action des patchs. Le patch qui a un mode d'action en plateau, qui lui va aller saturer les récepteurs nicotiniques et qui est un des premiers pas vers la sortie de l'addiction. Et vous verrez qu'on peut combiner les deux stratégies, il n'y a pas de souci. Donc je reviens, on a les substituts nicotiniques oraux, on va voir l'usage de la vape qui s'est développé ces dernières années et toutes les polémiques, j'imagine qu'il y aura des questions autour de la vape. J'ai aussi voulu parler du snus, c'est le tabac chiqué, qui permet aux Suédois d'avoir une prévalence de tabagisme de 5%. Donc ça permet aussi de supprimer la combustion et le cancer du poumon qui a quasiment disparu en Suède. Alors pour ce qui concerne, cette réduction des risques, c'est quoi les objectifs ? Moins de monoxyde de carbone, moins de goudron, moins de substances cancérigènes. Donc, moins d'hypoxie chronique pour la mère et le fœtus. Donc, pour la mère, les bénéfices attendus de la réduction des risques chez la maman cardiovasculaire, l'amélioration respiratoire, l'amélioration des risques infectieux, aussi la réduction de l'impact cancérigène, les bénéfices financiers, parce que le tabac, ça coûte très très cher, et du coup, ça précarise. Pour la grossesse, moins de fausses couches, moins de grossesse extra-utérine, moins de menaces d'accouchement prématuré, moins de placenta prévia, etc. Bon, vous connaissez mieux que moi les risques. Pour le fœtus, clairement, moins de retard de croissance intra-utérin, un poids de naissance normal, moins de mort subite du nourrisson. Alors la vape, est-ce qu'on a un recul? Est-ce qu'on sait ce qu'il y a dedans? Oui. C'est du propylène glycol, de la glycérine, de l'eau, des arômes et de la nicotine. J'ai rajouté qu'il y a de l'alcool dans la grande majorité des e-liquides. Donc quand vous conseillez la vape chez la femme enceinte, il faut des e-liquides sans alcool, bien évidemment. Donc vous voyez, il n'y a pas photo entre la toxicité du tabac et ce que contient la cigarette électronique. On est quand même tranquille de ce côté-là. Donc est-ce qu'elle est moins dangereuse que le tabac? Oui, 95 fois
moins dangereuse pour le tabac dans le risque immédiat. Ce qu'on ne sait pas, c'est le risque à long terme d'un usage de ces produits chimiques sur 10 ans ou 15 ans. C'est pas le problème, c'est pas votre problème pendant la grossesse. Pendant la grossesse, vous avez une urgence à supprimer la combustion. Donc, oui, il n'y a pas de monoxyde de carbone, il n'y a pas de goudron, il n'y a pas de substance cancérigène, à condition qu'on ne fasse pas surchauffer le matériel. Alors, en pratique, la vape, il faut l'utiliser suffisamment dosée en nicotine. Alors, c'est souvent l'erreur. On sous-dose en nicotine, donc le shoot de nicotine n'est pas satisfaisant, donc la vape est au fond du sac. On trouve que c'est joli, ça fait de la vapeur, c'est sympa, mais l'effet renforçant, l'effet plaisir n'est pas au rendez-vous, donc la patiente ne va pas poursuivre. Si on est sous-dosé aussi, elle va tirer toute la journée sur sa vape, puisqu'elle n'a pas cet effet de récompense, et du coup, on va être dans une surchauffe des batteries qui peut créer un survoltage avec la création de substances irritantes. Donc, vous favorisez effectivement l'achat de e-liquide sans alcool. Ayez en tête que le dosage de nicotine, le besoin en nicotine augmente au 3e trimestre de la grossesse. C'est valable pareil pour les patchs, du fait de la prise de poids et de l'hémodilution. Et puis, rien n'empêche d'associer cette stratégie de réduction des risques à des patchs. Et du coup, vous aidez encore plus la femme à sortir du tabagisme. Alors, on n'est pas aidé par les sociétés savantes. Je sais bien que le Collège national des gynéco-obstétriciens de France a émis un avis très négatif sur le vapotage, l'OMS aussi pendant la grossesse. C'est assez hallucinant. Les addictologues ont réagi. C'est pas normal qu'on puisse dire à une femme qui vape, arrêtez votre vapotage avec, on sait le risque dramatique de la reprise du tabac et de la combustion. Donc là, on s'inscrit en faux. Le Collège national des gynéco-obstétriciens a donné un avis un peu pas très rapide et ils ont dit qu'il n'y avait pas d'études sur le vapotage, ce qui est faux. Je voulais juste vous citer deux grandes études irlandaises sur 8500 patients en 2018 et en 2019. 8500 naissances, pardon, mais 2 années consécutives. On montre bien que le poids moyen du nourrisson chez les mères non fumeuses et chez les vapoteuses exclusives, pas celles qui font les deux, des vapoteuses exclusives, et le poids moyen est le même, il est similaire, et alors que celui des femmes fumeuses est de moins 300 grammes, et qu'il n'y a pas de difficultés significatives en termes de difficultés pendant la grossesse chez les vapoteuses. Voilà. On a le même problème avec les principes de précaution sur les boîtes de patch maintenant, grossesse et danger. Les laboratoires ouvrent des parapluies pour se protéger en semant la confusion chez les patientes et chez les soignants. Alors, faut que j'avance. Donc, en ce qui concerne le cannabis, c'est un petit peu le même problème. Alors, on n'a pas trop de données sur la persistance de la consommation de cannabis pendant la grossesse. Ce qu'on sait, c'est que sur les 15 dernières années, on a une explosion de la consommation chez les jeunes. Donc, il n'y a pas de raison que les femmes enceintes fassent un usage de cannabis. On ne sait pas trop quelles sont celles qui ont un usage occasionnel, récréatif, ou celles qui ont un usage avec addiction. En tout cas, nous, on les voit, bien sûr, mais on ne connaît pas trop la prévalence. On pense qu'il y a à peu près 2 à 3% des femmes qui continuent à fumer du cannabis pendant la grossesse. C'est sûrement un peu plus. Je ne peux pas vous dire si c'est occasionnel, si c'est quotidien. Donc là aussi, il faut informer sur le risque pour la mère et pour l'enfant. Toujours avoir en tête, alors il y a le risque du cannabis lui-même, je vais y revenir, mais informer sur la combustion. L'association tabac-cannabis augmente encore plus la combustion et les taux de monoxyde de carbone. Pour celles qui utilisent, les sages-femmes qui utilisent les testeurs de CO en suivi de grossesse, vous allez voir que dès que vous avez un CO qui est très élevé, interrogez-vous sur la consommation de cannabis. Donc là aussi, toujours principe, on est neutre, on donne une information sans culpabilisation, sans jugement, sur les risques par rapport au cannabis, les risques de la combustion et les risques aussi neurodéveloppementaux chez l'enfant.
Je crois que j'ai enlevé un peu la diapo. Ah oui, voilà. Je l'ai là. Les bénéfices attendus, bah, c'est toujours aussi l'arrêt de l'hypoxie, on est d'accord. J'ai pas, je cherche ma diapo, mais enfin, j'ai pas assez. J'avais une diapo sur les risques du cannabis au long cours, hein, sur le développement de l'enfant. Je crois qu'il faut informer les femmes. Il n'y a pas de risque tératogène, mais on a maintenant des études qui démontrent qu'il y a des troubles neurocognitifs, des troubles de l'apprentissage et des troubles des fonctions exécutives non négligeables sur le long terme. Bon, je pense que vous avez tous connaissance de ces études. Là, je parle de la réduction des risques pendant la grossesse et d'essayer de faire en sorte que l'accouchement se passe le mieux possible, que ce bébé n'ait pas de retard de croissance, qu'il n'y ait pas trop de prématurité et trop de difficultés pendant la grossesse. Donc là aussi, c'est la combustion. Je vous ai mis des modèles de vaporisateurs. Là aussi, c'est là qu'il faut que, quand on fait de la réduction des risques, on soit imaginatif, qu'on propose à ces femmes ce qui existe. Alors, la chance qu'on a, c'est que maintenant, vous trouvez les boutiques de CBD, et donc on a le droit de vendre des vaporisateurs pour utiliser le CBD et pour supprimer la combustion pour le CBD. Donc vous pouvez le trouver, vous pouvez trouver ces vaporisateurs en France, vous n'êtes pas obligé d'aller en Espagne ou de les commander sur Internet. Ça existe au coin de la rue, dans les magasins de CBD. Alors c'est officiellement pour le CBD, mais vous pouvez l'utiliser pour le cannabis. Et donc, clairement, on enlève la combustion, c'est déjà bien. Donc, il faut leur montrer, il faut les inciter, il faut qu'elles demandent à d'autres, parce que c'est pas spontanément pour celle qui fait un usage régulier, c'est pas exactement la même façon, c'est pas de consommer, c'est pas exactement le même shoot. Donc, il faut qu'elle ait vraiment une volonté et qu'elle ait bien compris l'intérêt, la suppression de la combustion. Ah ben voilà, ben elle est là ma diapo, bon c'est pas grave, là voilà, hein, ça c'était sur les troubles liés à la consommation de cannabis pendant la grossesse pour l'enfant, les troubles comportementaux. Donc c'est important hein, d'aller vers les patientes, de oser poser la question, d'être en capacité de faire des propositions alternatives et du coup de passer ces messages-là. Si on n'est pas à l'aise avec le concept, on n'en parle pas en fait, et du coup on dit rien. Et c'est par le biais, je pense, de la réduction des risques, en montrant une ouverture dans la discussion, qu'on va pouvoir passer des messages. Le CBD, on est embêté, on a une banalisation de la consommation du CBD, tout le monde trouve que c'est formidable, ce serait vraiment le super cannabis thérapeutique. Je dis attention, parce qu'il est utilisé fumé. Donc chez la femme enceinte, on a exactement le même problème qu'avec le tabac et le cannabis. Donc il faut trouver un mode de consommation du CBD qui ne soit pas fumé, donc des huiles. Et attention dans les magasins, parce qu'on n'a pas d'infos précises en France, il n'y a pas de contrôle, donc on ne sait pas ce qu'il y a vraiment dans les produits et quel est le dosage de THC. Pour avoir du CBD pur, il faudrait extraire une grosse quantité de THC. Et donc, ce qui est autorisé, c'est faut que ce soit inférieur à 0,2% de THC. C'est tout ce qui est écrit sur les flacons. Personne ne contrôle ce qu'il y a dedans. Donc, attention, voilà. Contrairement aux Suisses, à d'autres laboratoires qui sont très très précis sur le pourcentage de concentration du CBD. Donc là, on n'est pas du tout dans du cannabis thérapeutique, on est dans du récréatif avec la méfiance. Et donc il faut informer. Alors je reviens sur la consommation d'héroïne chez la femme enceinte, parce que c'est vraiment la naissance de la réduction des risques. L'importance d'aller vers ces femmes-là, elles sont précaires, elles sont vulnérables, ce sont elles qui ont les plus de facteurs de risque psychiatriques aussi, avec des traumas, beaucoup d'insécurité durant l'enfance. Elles cumulent tous les facteurs de vulnérabilité. C'est clairement dans les salles de consommation, c'est dans les CARUD qu'on va repérer ces femmes-là dès le début de leur grossesse ou même avant, quand elles expriment un désir de grossesse. Et donc, il faut les ramener vers le soin, d'où l'intérêt là pour diminuer les risques infectieux, les risques de contamination, les risques de souffrance fétale. Je rappelle le risque de mort in utero de l'enfant lié au manque en fait d'opiacés.
hein. Donc il faut un accès aux soins et il faut un accès au traitement de substitution nicotinique, hein, buprenorphine, méthadone, rapide. Juste un mot sur l'analoxone. Un des outils de réduction des risques dont on entend parler, c'est cette fameuse naloxone pour éviter les overdoses en nasal ou en intramusculaire. Attention chez la femme enceinte, bon bien sûr si elle fait une overdose devant vous, il faut l'utiliser, hein, mais avoir quand même en tête que ça met la maman en sevrage brutal et donc le bébé en sevrage brutal, hein. Donc il faut avoir conscience de ça quand on utilise ces outils de réduction des risques. Bon, j'imagine qu'on aura des questions. Donc ben, c'est l'occasion de mettre en place derrière une prise en charge beaucoup plus contenante, hein, avec la collaboration de tout le monde, des psys, des psychiatres, de l'obstétrique, de la pédiatrie. Mais vous voyez bien que le départ de la prise en charge, ça a souvent été les acteurs de la réduction des risques et des dommages. Bon, il faut que j'avance, mais toujours anticiper sur le sevrage néonatal, le sevrage aux opiacés. Alors je me suis permis une petite digression sur l'alcool. Est-ce qu'on peut parler de repérage, de réduction des risques alcool pendant la grossesse, sachant qu'il faut que ce soit 0,00, on est d'accord, hein, sauf que ben, clairement il y a plein de patientes qui passent entre les mailles du filet. Clairement on ne pose pas assez la question aux femmes enceintes sur leur consommation alcool, et on se retrouve quand même avec plus de 8000 naissances par an d'enfants qui ont des troubles liés à l'alcoolisation fœtale. Elles sont quand même 26% à conserver un usage occasionnel pendant la grossesse, 5% à avoir un usage quotidien de 2 unités d'alcool par jour, et il y en a 1% qui sont addicts. Quand on fait du RPIB, j'imagine que vous êtes tous formés au RPIB en Aquitaine, ça fait 20 ans qu'on parle du RPIB, on fait un peu de la réduction des risques. Quand on explique à une jeune maman qui consomme même que de temps en temps de l'alcool, ben, le risque alcool, le principe de précaution alcool zéro, l'intérêt du principe de précaution, bah, c'est une forme de réduction des risques, mais on est toujours dans cette idée d'une information neutre, factuelle, qui va susciter un changement de comportement. Du coup, cette réduction des risques, elle va permettre aussi de travailler avec plein de femmes qui ne sont pas forcément addictes, mais qui méconnaissent les risques. J'en profite, et ça je martèle, ça c'est vraiment mon dada, vraiment pour les femmes addictes, hein, ayez en tête qu'on a des traitements, comme pour les traitements de substitution, buprenorphine, méthadone, on a des traitements alcool, on a des traitements qui ne sont pas contre-indiqués pendant la grossesse. Bien sûr, il n'y a pas d'études, il n'y a pas d'AMM pendant la grossesse, mais si vous allez sur, je vous invite à aller voir le site du CRAT. Je les ai imprimés encore sur la naltrexone, c'est le Rivial, le Celincro, la Otal et le baclofène, bien sûr en concertation avec le pédiatre, le gynéco-obstétricien, le psychiatre, l'addictologue. On va mesurer le bénéfice-risque, mais si on pense qu'une femme ne va pas pouvoir rester abstinente de l'alcool pendant la grossesse, c'est notre devoir de l'aider à maintenir cette abstinence, et les traitements addictolytiques, pour le coup, sont pas bien connus des gens de la périnatalité. Vous êtes convaincus qu'on ne peut pas les utiliser. C'est pas vrai, on peut les utiliser avec certaines précautions. L'analtrexone, surtout, on a plus de 60 ans de retard sur l'analtrexone, et il ne faut pas hésiter à aider les femmes à maintenir leur abstinence. C'est pas parce qu'on va mettre un environnement plus sécure, qu'on va leur faire les accompagner sur le plan psychologique, les aider sur le plan social, les protéger de leur environnement habituel, qu'elles vont arriver obligatoirement à être abstinentes. Ça va les aider bien évidemment, ça fait partie des leviers thérapeutiques, mais ayez en tête qu'elles ont du craving, que c'est compliqué pour elles et que la dimension addictive doit être prise en compte. Et puis évidemment on va anticiper, ça peut être une chance énorme de prendre en charge ces femmes jeunes. Elles ont 30 ans, elles sont peut-être au début de leur trouble de l'usage alcool. Ça va être déterminant de profiter de cette période quand même assez incroyable de changement pendant la grossesse pour prendre en charge ces femmes addictes et leurs enfants au long cours. Donc oui, la réduction des risques pour moi a toute sa place durant la grossesse. Vous avez bien compris. 12 minutes. Ouh, c'est formidable. Je voudrais laisser de la place aux questions. Si. Il y a 10 minutes de questions après. Ah, très bien. Bon, voilà. Donc, je peux ralentir. Voilà. Parfait. Donc, moi, je pense que ça a toute sa place. Donc, pour faciliter l'accès aux soins de toutes ces femmes, ayez en tête
Moi, je travaille à la maternité de Bayonne, ça fait très très longtemps qu'on réfléchit avec les équipes locales à ce qu'on peut mettre en place pour toutes ces femmes, ce qu'il faut mettre en place à la maternité. Et Dieu sait qu'on a des équipes hyper bien formées, mais on sait aussi qu'il y a un certain nombre de femmes qui savent que quand elles vont arriver à l'hôpital, on va faire des analyses d'urine, on va faire des testeurs de CO, on va être tellement contenant et tellement exigeant dans la prise en charge qu'elles vont aller accoucher dans des cliniques privées parce que personne ne leur posera la question de la consommation. Donc on se doit, nous, de toujours réfléchir à être dans cette posture d'ouverture où on n'est pas jugeant par rapport à la consommation. Bien sûr, ça nous inquiète, hein, on se dit, oula, hein, mais on entend sa difficulté, on va prendre en compte ses craintes, on va prendre le temps du dialogue, de voir qu'est-ce que ça va changer pour elle, quelles sont les difficultés qu'elle appréhende, parce qu'elle a déjà sûrement essayé plusieurs fois, si elle est addicte, d'arrêter de consommer. Et donc, quelles sont les difficultés qu'il va falloir prendre en compte pour l'amener vers un changement de comportement. Et ça passe par une étape peut-être de réduction de consommation au départ, ou juste de réduction des nuisances. Hein. Et c'est là que vous développez une alliance thérapeutique, que vous êtes vraiment dans la réflexion avec elle sur comment elle consomme, avec qui elle consomme, quels sont les petits changements, qu'est-ce que j'ai changé dans mon environnement et dans ma façon de consommer. Et donc dans une vision de plus en plus positive vers une spirale de changement pour un projet de soins plus global et plus efficace. On est d'accord. Mais c'est déjà pas mal. Alors former les acteurs de santé à la réduction des risques, c'est pas si évident. Parce qu'il faut quand même être très très au courant, très au fait de tous les outils et de l'évolution de ces outils. Même moi, qui travaille en addicto, je suis tout le temps en train de me renseigner, d'aller sur Internet, de voir les nouveaux WAPO pour conseiller mes patients, leur donner les prix, les inciter à tester, à aller voir des associations qui vont les aider. Vous pouvez trouver aussi des personnes ressources dans les CARU ou dans l'EXAPA. N'hésitez pas à solliciter les gens du médico-social. Ils ont une expérience dans la réduction des risques qui est importante. Certains d'entre eux sont formés à ce qu'on appelle early, hein, c'est-à-dire justement consommer avec moins de risques. Il y a certains soignants dans l'EXAPA qui ont une formation spécifique à ça. N'hésitez pas à les solliciter. Voilà, il faut mutualiser des connaissances, il faut se former, il faut aller mettre un peu les mains dans le cambouis. J'ai pas parlé volontairement parce que ce serait trop long, mais de la cocaïne, du chemsex, il faut mettre des mots là-dessus. Je pense que c'est assez marginal chez la femme enceinte, mais enfin, dans les grandes villes, c'est problématique. Hein, donc, il faut s'ouvrir et pas hésiter à se renseigner à ce type d'approche. Voilà, écoutez... je crois que j'ai à peu près cerné le problème. J'imagine qu'il y aura des questions.